Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors ce soir nous allons parler de manifestation de regroupement. L'arrêté du gouverneur est-il illégal? L'arrêté du gouverneur du district interdisant les manifestations continue de susciter des réactions au Mali. Les organisations de défense des droits de l'homme se sont opposées à la décision. Nos invités sur ce plateau pour en débattre, Dr Beila Nyang, président de l'Union des Patriotes pour le Mali, membre de la majorité, Noum Sarr, président du Front africain pour le développement, membre de l'opposition, Dr Souleymane Dey, chercheur et chargé de cours à l'université de Bamako, qui interviendra au cours de ce débat à travers différentes interventions. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Comment manifeste-t-on au Mali d'un point de vue du droit? Alors nous ouvrons les débats avec ces propos du docteur Souleymane Dey qui répond à cette question. Oui, la manifestation, c'est un droit fondamental au Mali. La Constitution de 1992, je parle de la Constitution du 25 février 1992, a bien voulu protéger ce droit-là à l'article 5 qui dispose que le droit de manifester est consacré par la Constitution malienne. Maintenant, c'est vrai qu'en démocratie, oui, même pas en démocratie, c'est un moyen dont disposent les citoyens de pouvoir protester contre toute mesure qu'ils estiment à la limite les portant grief. Voilà pourquoi, à mon avis, des marches aujourd'hui et des manifestations à travers le monde. Vous savez, il y a une conciliation de beaucoup de textes qu'il faut faire lorsqu'il faut interpréter la manifestation au Mali. Vous avez la charte des partis politiques. Les partis politiques n'ont pas besoin d'autorisation pour marcher. Il leur est imposé seulement à ces partis politiques d'informer l'autorité qu'ils vont faire une manifestation ou qu'ils vont marcher. Or, aujourd'hui, il se trouve que ce sont des partis politiques avec dans leur sillage un certain nombre de la société civile qui battent les pavés. Donc, voyez-vous qu'à partir du moment où ils n'ont pas besoin d'autorisation pour marcher, les partis politiques, leur interdire de marcher constitue pour moi une violation de la charte des partis politiques, une violation même de la démocratie, des principes démocratiques au Mali. Même si il faudra bien sûr qu'on se comprenne que dans ce pays-là, lorsque les partis politiques marchent, contester les résultats d'une élection, les partis politiques sortent du cadre du respect des principes démocratiques. Or, la Constitution elle-même, bien sûr, impose aux partis politiques de respecter, précisément l'article 28 de la Constitution, les partis politiques doivent respecter les principes démocratiques. Une élection terminée lorsque la Cour constitutionnelle rend sa décision finale, à mon avis, il faudra, au moins pour ce qui concerne les contestations relatives aux élections, mettre fin à ça. Tout le reste, oui, les partis politiques ont le droit de manifester, on ne doit jamais les interdire ces marches-là. Ça, c'est le point de vue juridique. Monsieur Sarr, qu'est-ce qui peut expliquer l'arrêté du gouverneur interdisant les marches selon vous? Bonsoir madame. Le 5 décembre, nous avons appris par voie de presse que le gouverneur du district de Bamako a apposé sa signature sur un arrêté interdisant les manifestations dans certaines artères de la ville de Bamako. Nous avons condamné cet arrêté, nous l'avons dénoncé, nous avons affirmé à la face du monde que nous n'allons pas nous soumettre à cet arrêté. Parce qu'il est illégal. Il viole la Constitution, il viole la loi portant charte des partis politiques. C'est un arrêté attentatoire à la démocratie et aux libertés publiques. Nous sommes dans une situation post-électorale où le camp auquel j'appartiens conteste la légitimité de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir de fait. Mais comme M. Souleymane Dey l'a dit, cette contestation-là n'est pas également une violation de la Constitution? Pas du tout. J'en viens. Au-delà, nous avons eu à organiser des manifestations dans ce pays sans causer du tort à qui que ce soit. Pendant des manifestations, le pouvoir illégitime a ordonné des répressions. Ils ont ordonné à la police de frapper des femmes enceintes, violentées, de violer dans leur intégrité physique. Le but de nos marches, c'est de protester contre
la répression policière, contre la remise en cause des acquis démocratiques. Vous savez, madame, notre vaillant peuple, pendant 23 ans, a résisté à l'une des dictatures les plus féroces d'Afrique. Et le 26 mars 1991, après des décennies de lutte politique, notre peuple a accédé à la démocratie pluraliste. Et la Constitution du Mali, dans son article 5, Souleymane Ndéye vient de le dire, pose le principe des libertés publiques, pose le principe du droit inaliénable à la manifestation. La charte des partis politiques affirme que les partis politiques, dans l'exercice de leurs prérogatives, n'ont pas besoin d'autorisation de qui que ce soit pour manifester. Ils sont juste tenus d'informer l'autorité pour que l'autorité assiste les organisateurs dans l'organisation de ces manifestations. Le gouverneur de Bamako, un militaire, un très mauvais militaire, parce que l'armée, c'est d'abord la discipline vis-à-vis des règles, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des principes. Je ne cesserai jamais de le dire, l'arrêté illégitime, illégal du gouverneur fait rentrer notre pays dans le cercle très fermé des États voyous. D'accord. Alors, M. Niang, comment vous comprenez cette décision? Bon, bien sûr, vous me voyez sourire un peu, parce que nous semblons au Mali ici vouloir le beurre et le prix du beurre, ce qui est souvent dommageable si la vache est folle. Vous voyez, la Constitution est très claire. La Cour constitutionnelle prend des décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'appel. La Cour constitutionnelle a décidé que, au vu des évidences qui lui ont été présentées et qu'elle a elle-même vues, constaté que l'élection présidentielle s'est assez bien passée et qu'il y a un candidat en la personne de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta qui a gagné les élections présidentielles. Ça, c'est dans un État démocratique qui reconnaît, qui adhère aux décisions d'une Cour constitutionnelle. Alors, que des gens se disant démocrates qui revendiquent leur victoire sur la dictature de 91, battent le pavé, n'est-ce pas, parce qu'ils contestent et refusent d'adhérer à la décision de cette Cour constitutionnelle. C'est là où le bas blesse. C'est là où nous voulons le beurre et son prix. Vous voyez, donc, ça c'est un premier constat. Deuxième constat, l'opposition au Mali a toujours fait fi, n'est-ce pas, de la situation précaire qui prévaut au Mali depuis 2012. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en viens. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pays a eu son État construit par les démocrates en 92, effondré en 2012, qui est en train d'être reconstruit allègrement, compte tenu de ce qui se passe dans certaines régions du Mali et ce qui se passe au Mali, à Bamako, ici. Vous voyez? Donc, cet État, les acteurs qui animent cet État aujourd'hui sont dans la logique, n'est-ce pas, de faire tout pour reconstruire, de refonder l'État malien. D'où l'arrêté, l'interdiction des manifestations. Oui, bien sûr. L'interdiction vient d'une situation exceptionnelle. Et cette exception, c'est l'état d'urgence. Mais pourtant, quelques jours avant la prise de l'arrêté, plusieurs manifestations ont été organisées, à l'occasion du Mawlud, par exemple. Très bien. En fait, les gens confondent deux choses qui sont fondamentalement différentes. Le Mawlud, c'est des gens qui quittent individuellement ou en petits groupes leur maison pour venir sur un lieu indiqué et s'asseyent de manière statique
pour écouter une prêche. N'est-ce pas un regroupement? C'est un regroupement, mais la marche est mobile, elle n'est pas statique. Mais l'arrêté parle de manifestation, de regroupement. De regroupement mobile. Mobile. Parce que la marche, elle est mobile. L'arrêté concerne une marche. N'est-ce pas? Donc vous dites que l'arrêté concerne spécifiquement une marche? Pas spécifiquement, mais dans les cas d'espèce, il s'agit d'une information de ces regroupements qu'ils vont marcher parce qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation préalable, comme l'a dit Souleymane D. Voyez, étant dans une urgence, n'est-ce pas? Vous savez qu'en période d'urgence, la liberté devient l'exception. La règle, maintenant, c'est la gestion de l'urgence. Vous voyez, compte tenu de tout ce qui se passe, pas seulement au Mali, dans les environnants du Mali, n'est-ce pas, au Burkina, au Niger et tout, nous sommes face à des gens, n'est-ce pas, à des groupes qui ne sont pas une armée constituée, qui font la violence tous azimuts, selon l'opportunité qui se présente à eux. Dans ces cas, en matière d'urgence, nous évoquons l'urgence pour empêcher justement des opportunistes qui vont se mêler à ces gens mobiles, n'est-ce pas, qui sont peut-être qu'ils sont frustrés ou pas, mais qui se disent frustrés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions de la Cour constitutionnelle. D'accord, M. Sarr, quelle est votre réaction au propos de M. Niang? Merci, madame. Je pense que la reconnaissance ou pas des résultats n'est pas le sujet, mais puisqu'il l'évoque et que vous l'avez laissé évoquer, permettez-moi de répondre de façon cinglante. Vous savez, en Afrique au sud du Sahara, la Cour constitutionnelle du Mali a été sermonnée par l'Union européenne, une organisation dont le sérieux n'est plus à démontrer. La Cour constitutionnelle du Mali, depuis plusieurs années, a démontré à suffisance qu'elle n'a pas la crédibilité nécessaire pour faire face à sa mission. C'est une cour constitutionnelle où les décisions se négocient à l'avance. La preuve, dans l'intervalle de quelques jours, cette même cour constitutionnelle a donné deux avis différents, deux avis totalement différents sur un même sujet. Cette même cour constitutionnelle s'était immixée dans le processus électoral alors que son statut lui interdisait. Donc, reconnaissez-nous le droit. Monsieur, parce que le peuple du Mali est le seul souverain, est le seul garant de sa souveraineté. Lorsque ceux qui sont chargés de dire le droit vont à l'encontre du droit, reconnaissez le droit au peuple de s'insurger. Monsieur Sarr, pour revenir au sujet de l'arrêté, voilà, c'était une parenthèse. Oui. Par rapport à l'arrêté, je constate que M. Niang ne l'a pas lu. L'arrêté ne parle pas que de marche. L'arrêté interdit les meetings, les rassemblements, au-delà des marches. Et l'arrêté est pris en violation flagrante. Le plus nul, le plus incompétent des juges administratifs de notre pays va annuler cet arrêté. Le plus incompétent des juges administratifs va annuler. La Commission des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, une structure gérée par l'État, financée par l'État, rattachée à l'État, a fait un communiqué condamnant cet arrêté d'inspiration dictatoriale prise par le gouverneur du district. Alors, vous voulez nous dire que la Commission nationale des droits de l'homme est aujourd'hui passée à l'opposition? Soyons sérieux. Vous savez, le but de cette décision, comme je l'ai dit, est de museler l'opposition, est d'empêcher toute forme de contestation, est de faire en sorte que les forces progressistes qui, depuis un certain temps, s'insurgent contre l'usurpation du pouvoir, s'insurgent contre les dérives dictatoriales, les dérives fascistes du pouvoir illégitime en place, on veut tout simplement leur faire taire. Mais personne ne nous fera taire dans notre pays. Personne ne nous empêchera de nous exprimer et de défendre ce que les martyrs de 91 nous ont confié. Eh bien, vous constatez, madame, elle a évoqué des questions de sécurité. Mais quand on parle de sécurité, tout le monde pense
au nord et au centre du Mali. Mais vous n'avez pas vu un seul gouverneur du centre ou du nord prendre un arrêté interdisant des rassemblements en se basant sur des mobiles de sécurité. Cet arrêté pris à Mopti aurait eu un sens. Cet arrêté pris à Kidal, à Gao ou à Tombouctou aurait eu un sens. Mais à Bamako, personne ne peut dire que l'insécurité à Bamako est arrivée à un niveau susceptible d'entraîner une interdiction, une restriction des libertés publiques. À ce propos, je vous propose d'écouter les réactions des Bamakois. Ils n'ont qu'à comprendre aussi que le Mali est un pays de loi. Si on voit que le gouverneur a interdit quelque chose, c'est pas pour rien. Vraiment, nous on veut la paix dans ce pays. Tout juste en 2012, le Mali est toujours dans cette crise-là. Tout le monde le sait. Bon, donc, il faut essayer, quel qu'en soit, que ce soit l'opposition ou la majorité, il faut essayer de vous entendre. Il faut voir le Mali. Il faut voir l'intérêt du pays. C'est ce que j'ai à dire. Le gouvernement ne doit pas interdire les marches parce qu'on est en démocratie. Mais il y a une loi là. Quand on te dit de ne pas faire quelque chose, il faut respecter la loi. Chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est la démocratie. La Constitution nous permet de marcher. Ils ont l'habitude de marcher, il n'y a pas eu de casse, à ce que je sache. Donc pourquoi les interdire cette fois-ci de marcher? Le gouvernement ne doit pas interdire cette marche. On est en état d'urgence. On a maintes fois repris à l'Assemblée nationale. On est en démocratie. Mais si ça aboutit à des casses et des biens d'autrui, des citoyens, il ne peut pas maîtriser. Je pense que c'est mieux de prôner, de s'asseoir et parler. Si ça n'arrange pas quelque chose, aucune autre manière ne peut le faire. C'est pas la marche la seule façon de se faire entendre, quoi. Alors, M. Nyang, votre réaction? Bon, en fait, j'ai bien écouté ces gens qui, les micro-trottoirs, il me semble, mais je vais venir à mon frère Sarr, qui dit que je n'ai pas lu l'arrêté. Bon, il peut croire ce qu'il veut. Dans tous les cas, c'était sur les WhatsApp de tout un chacun. Donc, je l'ai lu. En réalité, quand on dit qu'on a interdit les manifestations et tout, le gouverneur ne s'est pas réveillé un beau matin et décidé cela. C'est en réaction à l'information que nous allons marcher. Nous, regroupements politiques de l'opposition, marcherons. C'est ça la réaction qui est dans la réaction à cette requête-là qui se trouve dans l'arrêté du gouverneur. Mais ça revient pratiquement, si je ne puisse me le permettre, au propos de M. Sarr qui parle de museler l'opposition. Museler l'opposition. En fait, l'opposition, je respecte l'opposition, mais museler l'opposition, M. Sarr vient de me dire que le Mali c'est un beau pays, on peut dire ce qu'on veut. C'était bien sûr off the record, mais en fait, il vient de le dire. Donc, moi, je crois que personne ne veut museler personne dans cette histoire. Nous sommes dans l'état d'urgence qui a été évoqué par le gouverneur. Dans ce cas, il y a un juge administratif, n'est-ce pas? Et dans une certaine mesure, même le juge judiciaire, s'il y a dépassement des compétences et tout, qui peut agir, mais le juge judiciaire peut agir en référé et autoriser la marche. Mais l'opposition qui n'est pas muselée n'a qu'à se saisir de cet instrument qui est à sa disposition. Ils ont des avocats, ils ont les moyens pour contester cette décision. Si cela n'a pas été fait, c'est parce que justement, je n'ai pas fini, l'opposition parle des Mopti, des Gao et tout, comme si c'était des vases clos. Mais le problème, c'est que nous avons un problème au Mali. Nous croyons que le Mali, c'est Bamako. Vous voyez, il faut sortir de cette logique. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la régionalisation est la bienvenue. Parce qu'il faut que les Bamakois, les cadres, parce qu'il faut le dire par le nom, les cadres qui se trouvent à Bamako ont tendance à oublier que ce qui se passe à Mopti, c'est comme ce qui se passe dans notre Sahara, c'est a des répercussions sur la forêt amazonienne du Brésil. C'est un poumon, c'est un même corps. Donc nous avons un pays qui est mis à mal par des gens très violents, d'où on ne sait même pas d'où ils viennent. Vous voyez, et l'État est affaibli au sortir de tous les problèmes qui ont commencé à partir des années 2010. Vous voyez, donc
dire que nous, à Bamako, on peut marcher, mais à Mopti et autres, aucun gouverneur n'a décidé d'interdire aux gens de marcher. Mais Mopti, ce qui se passe à Mopti, les gens voyagent. Les gens voyagent. On a arrêté quelqu'un, 3 personnes à Koutchala, les accusant d'être parmi les gens qui ont enlevé la bonne dame, je ne sais pas, la dominicaine ou autre, qui travaille dans les trucs des choses caritatives là. Donc, moi, je m'insurge contre ces points de vue. Ensuite, M. Sarr me dit que si la Cour constitutionnelle, il a d'abord parlé très mal de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui n'engage que lui. Mais quand il dit que l'Union européenne a fustigé notre Cour constitutionnelle, mais notre Cour constitutionnelle n'est que la copie conforme de la Cour constitutionnelle française. Notre constitution de 91 ou 92, là, ce n'est que la copie conforme de la constitution de Michel Debré qui était censée habiller De Gaulle, c'est tout. Vous voyez, donc quand ça ne marche pas, ne nous en prenons pas à notre Cour constitutionnelle, mais prenons-nous à nous-mêmes. Alors, M. Sarr, M. Nyang nous a parlé des voies légaux tout de suite. Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas attaqué la décision du gouverneur? Bon, si elle la juge d'abord, je constate illégale. que M. Nyang ne souhaite pas voir la réalité en face. À aucun moment, je n'ai dit qu'il faut le faire à Mopti et qu'il ne faut pas le faire à Bamako. J'ai tout simplement dit que le mobile, oui, je vous en prie. Le mobile sécuritaire évoqué par eux et par le gouverneur ne tient pas la route. Parce que si c'était ce mobile qui devait présider à la décision d'interdire, mais il est plus utile à Mopti et à Gao. C'est l'essentiel de mon raisonnement. Maintenant, vous avez évoqué la copie conforme et ceci. Moi, je dis que la Cour constitutionnelle a été fustigée parce que l'Union européenne a fait une déclaration où cette union fustige la position de la Cour constitutionnelle. Il dit que c'est une Cour constitutionnelle qui n'a pas le crédit nécessaire. Mais ce n'est pas moi, c'est sur Google, vous pouvez le voir. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une fuite en avant effrénée. Alors, M. Sarr, pour répondre à la question, pourquoi l'opposition n'a pas attaqué la décision? Nous avons laissé le soin aux organisations de défense des droits de l'homme de le faire. Mais nous avons décidé solennellement, en pensant à notre posture, nous avons décidé de ne pas nous y soumettre. Parce que la loi, les textes de loi sont faits pour les hommes et non les hommes pour les lois. Le gouverneur du district de Bamako ne peut pas prendre la lourde responsabilité de violer la Constitution de la République, de s'asseoir sur la Constitution et que nous l'obéissons. Nous n'allons pas le faire. Les marches vont se poursuivre, les meetings vont se poursuivre. Ils peuvent réprimer jusqu'à ce que les gaz lacrymogènes finissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent pour acheter. En tout cas, c'est une course d'usure, c'est une course que nous avons engagée et on verra ce qui adviendra. Alors, M. Nyang, votre réaction au propos de M. Sarr? Bon, M. Sarr n'a pas répondu à votre question. Pourquoi l'opposition? Il dit qu'ils ont laissé... Ils ne sont pas l'opposition. Ils ont laissé les organisations de droit. Mais ils ne sont pas l'opposition. Oui. Ils ne sont pas l'opposition. L'opposition a un statut au Mali. N'est-ce pas? Dans ces cas, l'opposition devait saisir les juges. Parce que c'est le juge qui est gardien des libertés, la Cour suprême. Vous voyez? D'accord. Maintenant, quand il dit que, à y regarder de près, ils ne sont pas astreints à respecter, n'est-ce pas, les décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, il évoque en ce moment leur droit à s'insurger, n'est-ce pas? Et la conséquence serait alors, n'est-ce pas, l'effondrement de l'État. C'est ça. Si c'est le cas, voilà une autre raison pourquoi on ne devrait même pas laisser, n'est-ce pas? Parce qu'au Mali, nous avons besoin d'une opposition constructive, pas d'une opposition qui met les pieds dans le plat, mais qui
construit, qui aide le gouvernement à aller de l'avant, à construire. Parce que moi, ma logique, c'est quoi? Ce pays est très, très, très affaibli. Les institutions sont très, très, très affaiblies. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que responsable, n'est-ce pas, qui a animé pendant 26 ans les différents gouvernements démocratiques depuis 1992 jusqu'à très récemment? Que devrait-il faire? Parce qu'il y a dans cette histoire quelque chose que nous oublions quand on est dans l'opposition ou peut-être dans l'opposition, on se dit on n'est plus, n'est-ce pas, tenu par la majorité ou du moins par la solidarité générationnelle. Mais c'est en ce moment que la solidarité générationnelle devrait l'emporter. Nous avons construit, notre génération a construit cet État démocratique. Nous devons tout faire quand ça arrive à un certain point, parce que la démocratie, c'est très simple, hein, c'est le consensus, n'est-ce pas? Comment allons-nous transférer le pouvoir? Si on est d'accord, on est démocrate. Les Américains ne sont pas les plus démocrates au regard de la loi française, de la loi électorale française, mais ils ont des grands électeurs, c'est leur convention qui leur permet de s'appeler démocrates en ce moment. Pourquoi le Malien ou les cadres politiques, les entrepreneurs politiques maliens ne peuvent pas se calmer, travailler à renforcer l'État, n'est-ce pas, à renforcer les processus électoraux, n'est-ce pas, pour les générations futures. Parce que c'est de là qu'il s'agit en réalité. Monsieur Nyang, pour certains, le prétexte d'état d'urgence s'applique à double vitesse. Je vous laisse écouter Monsieur D qui nous en parle. Ok. On peut l'estimer, parce que vous savez que l'interdiction de manifester n'est pas absolue. Et d'ailleurs, l'absoluté d'une interdiction est toujours prohibée. Et on sait très bien que, vous savez que l'arrêté du gouverneur tout de suite, je parle de l'arrêté numéro 057, que le gouverneur vient de prendre, conformément à la loi 2018-060 du 31 octobre 2018, prorogeant l'état d'urgence à la République du Mali, on peut se poser mille questions. On voit l'arrêté du gouverneur qui cite un certain nombre d'endroits pour interdire toute manifestation. Faudra-t-il encore qu'on nous donne une définition de la manifestation? Parce qu'il y a des grands événements qui sont tenus au Mali où ces manifestations n'ont pas été interdites. Je parle par exemple du Mawloud, je n'ai rien contre les religieux. Je parle par exemple des grands concerts qui sont organisés ça et là, je n'ai rien contre ces derniers. Mais qu'on nous donne la distinction entre les manifestations. Manifestation égale manifestation. C'est vrai que ce n'est pas dans les mêmes contextes. Les manifestations de protestation de l'autorité de l'État sont distinctes de certaines manifestations qui visent peut-être à la consécration d'un certain nombre d'opinions. Mais à mon avis, c'est ce sentiment que le Mali a aujourd'hui qu'il y a un état d'urgence à double vitesse. On l'autorise à certains, on interdit à d'autres. Et c'est des fois difficile à établir comme liaison. D'accord, oui, monsieur Sarr. Bon, vous voyez hein, que monsieur Nyang me demande pourquoi nous on ne l'a pas fait, on n'a pas attaqué la décision. Mais la société civile, elle n'est pas de l'opposition. Si elle décide d'attaquer, ben nous la laissons attaquer. Nous n'avons pas attaqué. Ce que le juge dira à cette société civile, nous allons le prendre, le considérer. Nous allons bien sûr aviser en ce moment-là. Maintenant, quand Souleymane Ndéye a évoqué bien sûr qu'il y a eu plusieurs manifestations, plus personne dans notre pays ne doute que cet arrêté vise à museler l'opposition. S'il y en a quelqu'un, c'est bien sûr M. Nyang et ses amis de la majorité. Il a parlé de renforcer l'État. M. Nyang, nous n'allons pas renforcer un État que vous pillez. Nous n'allons pas renforcer un État que vous êtes en train de malmener dans tous les sens. Nous n'allons pas le renforcer. Vous êtes installé illégitimement au pouvoir et nous allons combattre comme tel. C'est ça le principe de la lutte politique. Alors, bon, estimer qu'il faut se mettre ensemble, la démocratie, ce n'est pas forcément le consensus. La démocratie, c'est le fait majoritaire. C'est bien sûr le respect, surtout le respect de la Constitution, le respect des textes. Si vous ne pouvez pas faire cela, eh bien, vous n'êtes pas démocrate. Oui, M. Nyang. Mais bon, au regard de ce que Souleymane Ndéye a dit, il dit qu'en fait, c'est l'état d'urgence, l'évocation de l'état d'urgence est toujours selon les cas, n'est-ce pas? Je répète encore une fois, il fallait saisir la Cour suprême, c'est le seul arbitre constitutionnel pour départager les gens dans l'appréciation de l'évocation de ces circonstances-là.
puisqu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé les soins à la société civile. Et quelle société civile, je ne sais pas, puisque l'opposition a son statut, a son budget et tout. Donc moi, j'aurais préféré que ce soit l'opposition qui les fasse, parce que ça allait avoir plus d'écho et en ce moment, on aurait su, n'est-ce pas, cette opposition a des dents, a des griffes. Mais quand vous faites fi de la légalité pour vous mettre dans les tranchées de la contestation, vous ne vous en sortirez pas aisément. Vous voyez. Maintenant, Souleymane Dey dit qu'il y a eu des manifestations qui n'ont pas été interdites, que c'est à double vitesse. C'est à double vitesse, effectivement. Pourquoi? Parce que les Mawlouds, comme je l'ai dit, c'est des gens qui viennent s'asseoir de manière statique, alors que l'opposition va marcher drainant une foule qui, selon les cas, peut aller à 100 000 ou plus de personnes. Et cette foule, l'opposition n'a aucun contrôle, parce que quand vous manifestez, vous avez le devoir, la charge d'encadrer, n'est-ce pas? Donc, si vous avez cette charge d'encadrer votre marche, alors que la marche est mobile, mouvante, c'est un raz de marée humaine, n'est-ce pas? Il peut y avoir toutes sortes de débordements, n'est-ce pas, qui seraient comme l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres. Soit même des gens malveillants du côté de l'opposition, ou même du côté qui se dirait du côté du gouvernement, peuvent essayer d'amener, de faire de la surenchère par rapport à cette histoire et créer beaucoup de problèmes. En ce moment, on se réveillerait, on dirait, mais pourquoi le gouvernement lui-même accepte qu'on marche? Oui. Madame, il est important que dans notre pays, qu'on soit sérieux. L'état d'urgence. L'histoire récente du Mali nous révèle, en 2017, en plein état d'urgence, la plateforme anti-Abana a rassemblé des centaines de milliers de personnes à Bamako, sans qu'il n'y ait une branche d'arbre arrachée. Nous étions en état d'urgence. Vous avez parlé d'insurrection. Notre pays est partie intégrante de grandes conventions internationales. La Déclaration des droits des peuples et du citoyen dispose à son article 35 que lorsque les droits du peuple sont violés, l'insurrection devient pour ce peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Si vous vous asseyez sur la loi, si vous violez notre peuple dans son amour propre, si vous vous en prenez à notre constitution, symbole de la résistance de 91, préparez-vous à faire face à notre insurrection. Rien ne peut arrêter cela. Vous êtes ceux-là qui sont en train de faire le lit. Malgré l'interdiction, l'opposition compte toujours marcher. Les marches vont se poursuivre, madame. Madame, nous sommes le peuple. Le peuple est dépositaire de la souveraineté. Le peuple ne peut pas accepter qu'un gouverneur aventurier sorti de nulle part puisse venir remettre en cause les acquis fondamentaux de la démocratie. Mais M. Sarr, le gouverneur, lui seul, n'est pas décisionnaire de cette décision. Non, le gouverneur, ce n'est qu'un homme de main. C'est un homme de main d'un régime en disgrâce, d'un régime illégitime, issu de l'usurpation de pouvoir. Et ce faisant, ce gouverneur est aujourd'hui en train de poser les bases d'une insurrection populaire. Bientôt, les policiers chargés de réprimer les manifestations vont se retourner bientôt contre eux. Pourquoi? Mais c'est clair, madame. Vous savez, dans l'évolution normale des sociétés, dans l'évolution des institutions, l'injustice crée en son sein la révolte. Les officiers supérieurs de la police nationale savent que la décision du gouverneur est illégale. Les officiers supérieurs de la police savent que c'est une décision antidémocratique. Les officiers supérieurs de la police continuent quand même, pour certains, à obéir à ces ordres manifestement illégaux. Mais je vais vous dire, dans cette police, il n'y a pas que des officiers issus de nominations clientélistes. Il n'y a pas que des officiers... Quand vous dites une nomination clientéliste, qu'est-ce que vous... Qui sont nommés parce qu'ils sont proches de tel ou tel homme politique ou de tel ou tel tenant du régime.
il y a des officiers patriotes, il y a des officiers légalistes, il y a des officiers qui portent notre démocratie dans leur cœur. Et nous savons très bien que ça ne peut pas se poursuivre longtemps. Alors, vous ne pouvez pas continuer à acheter les gaz parce que vous avez vidé le trésor public. Monsieur Sarr nous parle d'anti-démocratie, donc oui. Je laisse les gens juger de cela. C'est-à-dire que nous sommes dans un état, je le répète encore, heureusement que ceux qui sont chargés de gérer, n'est-ce pas, ces pays aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont été désignés par les populations, les citoyens, n'est-ce pas? Heureusement que ce sont des gens, pour la plupart, responsables. Parce que quand on tombe dans des évocations, n'est-ce pas, d'insurrection et autres, et que les officiers supérieurs de la police sont des intellectuels. Dans l'armée, ce sont des intellectuels. Ne parlent pas de la gendarmerie. Vous voyez, ils savent faire la part des choses. N'eût été eux, nous n'en serions pas ici aujourd'hui. Parce qu'ils adhèrent au principe, n'est-ce pas, de l'état de droit. C'est ça qui prévaut, l'état de droit. Notre ami, l'opposant, croit que, n'est-ce pas, il suffit, n'est-ce pas, parce que je ne le blâme pas, il a trouvé que le Mali a été créé à Bamako, donc il croit que c'est Bamako qui va décider l'histoire du Mali. Le Mali existe parce qu'on le veut, hors de Bamako. Pas le contraire. Donc se mettre à Bamako et se dire que nous allons faire ceci ou cela, c'est un peu de la surenchère. Moi, je crois que les chefs de file de l'opposition ne tarderont pas à ouvrir les dialogues avec les gouvernements. Comme vous en parlez même, face à cette situation, M. Souleymane Dey nous a exposé quelques pistes de solutions. Okay. Je vous propose de l'écouter. Le gros souci de ce pays, c'est qu'on refuse de se parler. Il faudra que la majorité cesse de regarder d'en haut l'opposition et que l'opposition aussi cesse de refuser d'aller vers la majorité. Ces deux camps doivent se parler obligatoirement. On ne peut pas se permettre le luxe aujourd'hui au Mali de garder le statu quo. Il faudra que les lignes bougent. Et l'une des personnalités, je veux dire, dans ces pays qui peut permettre à ce que ces lignes bougent, c'est le président de la République. Il faut obligatoirement aller dans le sens du dialogue entre les deux bords, impérativement. Moi, je pense pas. En fait, vous savez qu'en tant que citoyen lambda, on n'est pas dans le secret des coulisses de Koulouba ou peut-être des sièges de l'opposition, du chef de l'opposition. Il ne s'agit pas pour nous qu'un président lance des discours comme quoi il tend la main. Après le discours, il faudra avoir les gestes, et les gestes forts. Je ne crois pas aujourd'hui que si le président de la République demande à recevoir le chef de file de l'opposition, que ce dernier va refuser. Il faut que le président de la République cherche à rencontrer le chef de file de l'opposition et qu'il cherche à rencontrer, bien sûr, l'ensemble des classes politiques. Et qu'ensemble, ils puissent mettre sur la table les points d'achoppement et trouver comment, bien sûr, les gérer. Alors, M. Sarr, êtes-vous prêt à saisir la main tendue du président Ibeka? Bon, il n'y a jamais eu de main tendue, en réalité. Vous savez, les conflits les plus rudes, les guerres les plus sombres de l'humanité se terminent le plus souvent autour des tables de discussion. Mais le dialogue pour le dialogue n'est pas le dialogue. Le dialogue doit recouvrer tout un sens. Et pour nous, si dialogue il doit y avoir, je vous le dis, madame, en toute sincérité, le dialogue doit se faire autour du départ d'Ibeka du pouvoir. Monsieur Niang. Le dialogue doit se faire Sarr, autour de sa retraite, autour des questions relatives à savoir s'il veut rester au Mali ou pas, s'il veut vivre à l'étranger, le nombre de garde-corps qu'il souhaite avoir. Mais à aucun moment, le maintien d'Ibeka au pouvoir pour l'opposition politique n'est l'issue. Voici les conditions du dialogue. Alors, monsieur, oui. Bon, en fait, moi, je crois que... Est-ce qu'il y a, comme M. Sarr vient de le dire, il n'y a jamais eu de main tendue? Il y a eu des mains tendues à plusieurs reprises. D'abord, M. Tereta, qui préside l'EPM Ensemble pour le Mali, qui est d'obédience du côté du président, n'est-ce pas, a ouvert les canaux de négociation, de dialogue avec les chefs de file de l'opposition. Vous voyez, il y a eu des délégations qui ont été envoyées et tout. Ensuite, le Premier ministre, quel est le chef de parti politique que le Premier ministre à qui le Premier ministre n'a pas rendu visite? Et d'ailleurs, une fois
il y a eu un des ténors de l'opposition qui lui a dit « Nous, on ne sait pas ce qu'on va te dire parce qu'on ne te reconnaît pas. Comment peut-on dialoguer avec toi si on ne te reconnaît pas ?» Vous voyez, ça c'est arrivé. D'accord. Pour moi, et je suppose, parce que nous causons ensemble et tout, que ce soit dans l'opposition, et tout le monde est fatigué de cette histoire d'opposition, d'élections truquées, d'élections contestées. Vous voyez, il y aura un dialogue, ou il y aura des dialogues. Ça va porter sur comment refonder l'État malien. Vous dites qu'il y aura des dialogues. Monsieur Sarr, êtes-vous sûr qu'il y aura des dialogues comme monsieur Nyang vient de le dire? Bien sûr, il y aura un dialogue. Mais le dialogue, nous l'avons dit, nous insistons, nous persistons, se fera autour du départ d'Ibeka du pouvoir. Parce que son maintien, c'est une voie sans issue pour notre pays. Mis à part ces propos, il n'y a pas d'autres pistes de solution selon vous? Pour nous, il est très indispensable aujourd'hui de refonder le Mali de façon globale. De refonder l'armée, de refonder l'administration, de revoir la décentralisation, de revoir l'accord abusivement intitulé Accord pour la paix. Ça, ce sont des préalables qu'il faut faire. Mais il est évident que ceux qui n'incarnent pas la légitimité nécessaire ne peuvent pas le faire. Il dit que tout le monde est fatigué. Aujourd'hui, il y a un blocage profond dans le pays. Il y a un blocage profond dans les institutions. Président illégitime. Assemblée nationale le 31 décembre sera illégitime. Gouvernement illégitime. Haut Conseil des collectivités depuis plusieurs années. Son mandat est épuisé. Ils sont toujours là, illégitimes. Alors, le Mali est en train d'aller droit vers un mur, que Dieu nous en garde. Mais avec un tel climat social, une conférence nationale sur le dialogue prévue en janvier est-elle envisageable? Vous savez, le bricolage n'est pas la solution. Nous avons vu la conférence d'entente nationale. Nous avons vu les concertations régionales. Nous avons vu, il l'a dit, que le président de EPM a entamé des démarches, mais pas officielles. Le monsieur Soumaïlou Bouboué Maïga, premier ministre de fait, illégitime, a écrit à monsieur Soumaïla Cissé pour demander une rencontre. Mais sachant très bien que c'était une demande de rencontre faisant partie d'un dispositif d'affichage, il n'y avait rien de concret et de consistant. C'était tout simplement qu'ils se sont rencontrés? Des visites. Non, nous avons décliné. Nous avons décliné parce que pour nous, c'était tout simplement dans l'intention de faire passer un message à la France et à l'Algérie disant que c'est lui qui contrôle la situation. Oui, monsieur Niang. Monsieur Soumaïlou Bouboué Maïga a fait le tour de tous les chefs des partis politiques. Il a été reçu, ça a été vu à la télé. Maintenant, pas par Soumaïla. Nous avons refusé la lettre. Par Soumaïla, mais si les autres qui sont avec Soumaïla l'ont reçu, mais Soumaïla recevra le message. Moi, le dialogue va avoir lieu. Nous n'avons pas le choix parce qu'il n'y a pas deux Mali, n'est-ce pas? Au-delà de Bamako, le reste du Mali est là-bas. Il y aura le dialogue. Et ce dialogue va porter sur la révision de la Constitution, la refondation de l'État à travers ses institutions, n'est-ce pas? Et la lutte contre la corruption et tout ce qui a mis à mal notre État pendant les 26 dernières années. Nous irons au dialogue sur tout cela. Monsieur Niang nous parle avec certitude concernant la tenue de cette conférence nationale. L'opposition s'y rendra-t-elle? Eh bien, au moment opportun, nous avons dit nous sommes ouverts au dialogue. Mais les conditions sont là. Les principes sont là. Le dialogue pour le dialogue n'est pas le dialogue. Le dialogue sans principe est voué à l'échec. La conférence d'entente nationale, vous avez vu ce que ça a donné, c'était l'échec cuisant pour tout le monde. Les concertations régionales, il n'y a pas eu à Gao. Il n'y a pas eu de concertation régionale à Gao. C'était l'échec cuisant. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gérer le pays. Et concrètement, qu'est-ce que cette conférence va changer? Cette conférence, il s'agit de la conférence sociale d'abord. Ça, c'est pour mettre à plat les rapports de travail, que ce soit entre les syndicats et le gouvernement et les différents salariés et tout. Ça, c'est quelque chose, parce qu'il y a tellement de malentendus par rapport aux salaires, aux rémunérations, les syndicats et tout, qu'il va falloir qu'on s'asseye et qu'on parle. Oui, n'oubliez pas, nous sommes... Monsieur Niang, malheureusement, le temps nous rattrape. Juste brièvement, qu'est-ce que cela va changer concrètement à toute la situation? Ça va redonner
aux Maliens l'occasion, n'est-ce pas, de voir, de toucher du doigt quelle sorte de gouvernement ils ont. D'accord. Merci beaucoup, M. Yang. Et cela me fait ce débat sur l'arrêté du gouverneur du district interdisant les manifestations. Un grand merci à nos invités sur ce plateau. Dr Baila Niang, président de l'Union des partis pour le Mali, membre de la majorité. Noussar, membre de l'opposition, bien sûr. Dr Suleiman Dey, chercheur et chargé de cours à l'Université de Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola. À la mise en onde de Sedumbo, la régie doit être assurée par Mamadi Keïta. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.